Moi, je sais que ma force, c'est partir from scratch, défricher, arriver à te faire un croquis de quelque chose et derrière m'entourer des gars qui sont capables de t'en faire une œuvre d'art, un Monet, quoi. Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de From Scratch. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Vincent Mendes, l'ex-CEO d'Aster. Salut Vincent. Salut Thibaut. Comment tu vas? Bah ça va super, content d'être là. Bah écoute, merci beaucoup de prendre le temps de venir répondre à mes questions. Ça fait un moment qu'on essaye de savoir, mais on a chacun des calendriers qui nous sont propres et puis tu avais une actualité très chargée ces derniers temps et on va pouvoir en parler. Écoute, je te propose dans un premier temps, pour ceux qui ne te connaîtraient pas encore, de te présenter, nous dire un peu qui tu es et d'où tu viens. Vincent Mendes, et donc CEO, ex-CEO d'Aster, tu l'as bien dit, depuis quelques semaines maintenant, une société que j'ai créée il y a 10 ans avec mes deux associés, Tom et JB, directement en sortie d'école, enfin même un peu chevauché. J'ai fait que ça dans ma vie en fait après les études, donc cursus ingénieur, arts et métiers, d'où je viens. D'une famille classique, c'est-à-dire divorcée, un papa photographe et une maman qui s'est occupée de ses enfants, voilà. Mais qui a essayé de bien travailler à l'école pendant des années pour être pilote de chasse, mais un petit problème des yeux m'a fait devenir ingénieur du coup. Ok, bon bah écoute, c'est pas non plus terrible comme trajectoire. Écoute, j'aimerais comprendre un peu qu'est-ce qui t'a donné envie d'aller dans l'entrepreneuriat directement à la sortie de tes études. Comment t'as eu cette appétence-là? Bah, depuis que je suis tout petit, je veux être pilote de chasse. Ma chambre elle était pleine de posters d'avions. Je pilotais, j'ai mon brevet de pilote. Enfin voilà, je fais du planeur, plein de trucs. C'était vraiment ma passion. La seule raison pour laquelle je travaillais bien à l'école, justement, c'était ça. Donc j'ai fait voilà, bac S, prépa sur Paris. Et puis, visite médicale, problème aux yeux, du coup ça marche pas, je me retrouve en école d'ingé et là je sais plus du tout ce que je veux faire, quoi. Je sais juste que j'ai pas envie d'être ingénieur, et il y a plus rien qui me motive trop, jusqu'à ce que en fait je participe à un concours entrepreneurial qui était organisé par le réseau Entreprendre qui s'appelait les Entrepreneuriales, qu'on remporte avec une équipe super cool. En fait, fallait construire une équipe avec des gens d'autres écoles. J'étais pas qu'avec des ingés, arts et métiers. Il y avait plein de gens et ça permettait de travailler avec des profils très différents. C'était hyper riche de bosser avec des gens en IUT, technique de commercialisation, école de commerce, etc. Et on a remporté ce truc-là. Et là, je me suis rendu compte en fait qu'il y a un truc qui me faisait autant kiffer que de piloter les avions, c'était d'entreprendre, partir from scratch, essayer de créer un truc là où il y avait rien. Et puis bah j'ai pas voulu attendre du coup, donc je me suis lancé tout de suite à la quête de l'idée du siècle. Ouais. Voilà. Et ouais, on a monté la boîte. J'étais pas encore diplômé, hein, voilà. Et donc 10 ans se sont écoulés ensuite. Donc c'est vraiment comme ça. C'est échec du rêve pilote de chasse, grosse quête de sens, et puis un concours. Comme quoi l'école aussi ouvre parfois sur des choses qui peuvent changer une vie. Moi, ça a changé la mienne parce que je sais qu'aujourd'hui, c'est ce que je veux faire et continuer de faire. C'est monter des boîtes, prendre du plaisir à travailler avec des gens exceptionnels, créer de la valeur là où il n'y en avait pas. Et voilà, donc ça s'est passé comme ça. Et peut-être que l'ingrédient qui a permis de lancer cette boîte, c'est la naïveté. Vraiment, je ne connaissais rien à l'entrepreneuriat. La seule chose que j'avais lu, c'était le bouquin de Steve Jobs. Donc, c'est dire la biographie de Steve Jobs, c'est dire le niveau de naïveté d'où je partais, le niveau de connaissance. Voilà. Donc, ça a démarré comme ça. Ok. Et pourquoi t'as pas voulu est-ce que c'était spécifiquement d'être pilote en tant que pilote de chasse ou est-ce que être pilote de ligne ça aurait pas pu te plaire? Ah si, bah du coup, quand j'ai pas été pris à l'école de l'air, j'ai essayé l'ENAC, donc l'aviation civile, mais ça demande quand même un entraînement spécifique. Les exercices sont différents. J'ai été pris aux écrits. C'est derrière tous les tests qu'il y a derrière où j'ai échoué parce que je m'étais pas entraîné en fait. J'avais pas du tout eu le temps. Des tests psychomoteurs, des choses assez spécifiques pour lesquelles il faut vraiment du rabâchage et d'entraînement. Donc non, j'ai essayé quand même. Ils m'ont pas laissé. Ouais. Tu me parlais de l'idée du siècle. Alors justement, comment t'as fait pour trouver cette première idée? Quel était un peu le cheminement et quelle était-elle finalement? Ouais. Bah, tu pars de l'idée en te disant que c'est l'idée qui fait tout. Très vite, tu comprends que l'idée
importe peu au regard de l'exécution. Ça, c'est à peu près ce que tous les entrepreneurs sont à peu près OK de dire, c'est l'exécution avant l'idée. Moi, depuis peu, ça a encore un peu évolué. C'est que, en fait, l'idée, elle compte quand même. Parce que une idée qui fait que ton product market fit arrive très vite, très tôt, et ben, c'est quand même une meilleure idée qu'une idée où le product market fit arrive très tard et long à trouver. Donc, d'avoir une idée qui quand même permet d'être sur quelque chose qui est très must have plus que nice to have, où il y a des évidences, où il y a des parallèles. Donc l'idée compte un peu quand même. Voilà, et donc comment on a eu cette idée était très conne l'idée de base en fait, hein. C'est que ce concours où on a créé une équipe avec des gens différents, je me suis dit que c'est super, mais en fait, dans la vraie vie, tu es dans ton école d'ingé, tu côtoies que des ingés, tu es dans ton école de commerce, tu côtoies que des mecs d'école de commerce. Et du coup, j'ai voulu créer avec les gars un Tinder de l'entrepreneuriat, un truc où tu swipais pour trouver des profils complémentaires dont tu avais besoin pour monter un projet ou même une asso, pas forcément entrepreneuriale, hein. Et ça a bien marché sur l'usage. On s'est retrouvé assez vite avec plus de 10 000 projets sur la plateforme. C'était super cool. On avait juste oublié un petit détail dans le fait de monter une boîte, c'était la partie business model. Il y avait personne qui voulait payer pour ça parce que personne n'avait d'argent. Tu montes ta boîte, t'as pas d'argent. Donc c'était un petit oubli, mais heureusement le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche qui venait de créer le statut étudiant entrepreneur, Pépite France qui promouvait l'entrepreneuriat en école, etc., a racheté en fait notre solution pour la déployer dans toutes les écoles et briser les silos entre les formations. Et donc ça nous a quand même permis de vendre cette solution in fine à quelqu'un et pour la première fois de notre vie avoir un peu d'argent sur le compte de la boîte, quoi. Ah, génial, super histoire. Effectivement, ça tombe au bon moment. Ça, c'est souvent l'écueil qu'on peut avoir, une idée qui est bonne, qui répond à un usage, mais effectivement, encore faut-il qu'il y ait des gens pour payer. Ouais, il y a une petite combinaison d'ingrédients quand même pour que ça marche à la fin. Ouais, c'est clair. Ouais. Et donc, suite à ça, comment vous avez rebondi? Est-ce que vous êtes restés dans l'équipe ou Ouais, donc on est restés tous les 3, on s'est dit: «Bah, nous, ce qui nous passionne, c'est le travail en équipe, aider les équipes à se construire, à créer des projets, à faire des choses qui vont apporter du positif au monde», et l'entrepreneuriat y répondait beaucoup, donc aider les équipes d'associés. Voilà, on est resté là-dessus, mais donc en fait, on a commencé à mener une série d'interviews, ça a duré, on a fait pas mal, pour comprendre qu'est-ce qui fait qu'une équipe d'associés fonctionne ou pas. Tu me parlais au début avant de démarrer ton expérience d'association, que tu as aussi connu des choses là-dessus. C'est difficile. Une association, il y en a qui cartonnent, d'autres qui explosent. Pourquoi plus l'une que l'autre? Qu'est-ce qui fait que tu as une équipe de rêve qui fait que ta boîte, elle explose? Et donc, on a interviewé énormément d'entrepreneurs, des jeunes, des vieux, des personnes à 2, des personnes à 7, enfin, plein de choses différentes, pour se rendre compte au final que c'était pas du tout la complémentarité des compétences qui faisait qu'une équipe fonctionnait. C'était très secondaire, c'était des sujets beaucoup plus soft skills, c'était une adéquation en termes de vision, des valeurs communes, dans les modes, dans les personnalités, des complémentarités qui peuvent faire zone de friction si on les maîtrise pas, mais qui, si on les maîtrise, font ce qu'on appelle le 1 + 1 = 3, voilà, génèrent vraiment beaucoup de valeur. Et donc cette recherche, elle nous a permis 2 choses. La première, c'est de créer un serious game qui permettait d'évaluer la compatibilité entre associés. Et la deuxième, c'est de rencontrer parmi les gens qu'on a interviewés mon tout premier investisseur, Guillaume Mullier, qui faisait partie des entrepreneurs interrogés, rencontrés grâce à l'incubateur dans lequel on était à Lyon, et qui avait un mode d'association particulier. Ils étaient 7 justement, chez Dimo Software, une boîte de 400 personnes. Une règle qu'il avait donnée, il était président de cette boîte, une règle, c'était que chacun des associés avait le droit, mais surtout le devoir de le virer s'il faisait une connerie. Voilà, et il a investi sur nous sur un coup de tête difficile à expliquer, un fit humain, il n'y avait rien d'autre sur lequel investir à ce moment-là sur nous. C'était juste se dire, ces mecs, ils vont peut-être réussir à faire quelque chose. Lui, il y croyait beaucoup. Il nous a énormément apporté. Il est décédé il y a 1 an dans une avalanche. Il nous manque beaucoup. C'était devenu un très bon ami. Et c'est lui qui a permis à la boîte de devenir ce qu'elle est devenue au fil des années. Et quand il a investi sur nous, clairement, c'était sur nous parce que le produit de compatibilité qu'on a créé était super. Mais encore une fois, on avait
pas bon on sait pas apprendre nos erreurs apparemment. Reprennent des business models. Les gens qui s'associent, ils n'ont pas d'argent au début. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on avait fait un petit coup de com', un mini buzz, en filmant Michel et Augustin, de Michel et Augustin, en train d'utiliser notre solution. Ça mettait en exergue plein de choses dans leur relation, c'est hyper intéressant. On avait été à New York filmer Augustin, qui venait d'ouvrir la bananerie de New York, et puis Michel qui était à Boulogne. Et en fait, cette vidéo, elle a un petit peu tourné, et elle est arrivée notamment, on est de retour dans l'ex-DRH Europe de Michelin et l'ancien DG de Cégide, une belle ETI lyonnaise, Patrick Bertrand, la boîte de Jean-Michel Aulas, qui ont dit, votre truc est super en fait. Mais pas pour les associés, pour les équipes en interne chez moi, pour quand on a besoin de construire des équipes, d'onboarder un nouveau collaborateur dans une équipe existante, etc. Est-ce que votre truc qui marche là-dedans? En fait, on a signé des commandes et on a commencé à co-développer cette solution avec un labo en sciences cognitives, le LATI, de l'Université Paris-Descartes. Et on a construit cette solution. Et pour la première fois, on avait un business model. Pour la première fois, on a réussi à vendre quelque chose dans la récurrence, enfin, on va dire, à plusieurs sociétés. En fait, la première année, on a fait, on était à, je me souviens, 260 000 € de chiffre d'affaires sur ce logiciel, à peu près une vingtaine de comptes, des beaux logos, Orange, Leroy Merlin, Cégide, Michelin. Voilà. Et année 2, et là, nouveau problème de business model, les clients sont contents, ils veulent continuer à utiliser, mais ils veulent pas payer de l'abonnement. Okay. C'était un peu le début de la fin du kiff de la souscription du SaaS. Globalement, hein, ce qu'il faut savoir aujourd'hui sur les grands comptes, c'est que ils aiment plus trop l'abonnement. Ils préfèrent payer cher en one shot que s'abonner pas cher sur longtemps, parce qu'aujourd'hui ils ont des coûts et des charges importantes là-dessus, donc ils sont très vigilants. Mais ouais, ils nous disaient, en fait, nous on a envie plutôt d'acheter des pools de tests qu'on fait passer à nos équipes au besoin, mais pas s'abonner. Et là, ça posait un peu problème à nos actionnaires, puis même à nous en tant que fondateurs, parce qu'en fait, on sortait du modèle de récurrence. C'est un modèle de récurrence qui permet de valoriser un chiffre d'affaires, un ARR, beaucoup plus qu'un simple chiffre d'affaires. Hein. On peut valoriser un ARR à l'époque, en tout cas, entre x5 et x10. Un chiffre d'affaires service, c'est x1,5 en moyenne. Ouais, donc, il y a une vraie différence. Et du coup, on s'est dit, on va miser sur nos acquis. On a des clients qui sont contents, qui nous font confiance, qui nous aiment bien. Et on va faire une série d'interviews avec eux dans Paris. On louait le soir un bar, enfin on privatisait un bar. En fait, on payait charcut de 20 fromages et on démarrait le workshop en disant voilà, on est une petite équipe. Il y a 2 trucs qui nous animent, c'est le travail en équipe, aider les gens à mieux travailler ensemble, et la tech, histoire un peu de rentabiliser nos études d'ingénieur. Et comment on peut vous aider? Et là, les workshops ont mené progressivement, assez rapidement même en réalité, sur le sujet de la réunion, de la difficulté liée à la réunion, de leur inefficacité, de l'aspect chronophage, des réunions pas préparées, des réunions trop longues, des réunions pas suivies, ce qu'on appelle en France la réunionnite. Ouais. Voilà, et c'est comme ça qu'est né Aster. Donc Aster est né avec déjà, on va dire, une bonne grosse dizaine de clients qu'on souscrit assez vite avant que la solution soit développée réellement. Ce qui nous a permis de la développer, hein, d'ailleurs, justement. Ce qui nous a permis aussi de lever des fonds plusieurs fois. Et voilà, c'est comme ça qu'Aster est né, mais 2018. Le tout début, quand je parle du Tinder de l'entrepreneur, on est en 2014. Ouais. Il y a 4 ans qui se sont écoulés quand même, où il a fallu tenir, où on est passé, pour la petite histoire, hein, au moment où Guillaume investit, au tout début. Donc on est en décembre 2015. 23 décembre 2015, il y a réunion de Noël. À 22h, chez notre avocat en signe, c'était incroyable cette soirée. À titre perso, en fait, mes 2 comptes bancaires étaient dans le négatif. Enfin, avaient dépassé l'autorisation de découvert. Je pouvais plus bouffer. C'était super chaud. Tous les jours, je recevais un mail, un SMS, un appel du banquier. Un peu de pression. Je me souviens, j'ai des moments comme ça en tête qui m'ont marqué. Un moment où je fais des courses, si on peut appeler ça des courses, et je me sens que j'avais plus de déo, et j'étais et puis je vois le truc 4,50 €, tu vois, c'est pas vital, quoi. Je peux pas m'acheter de déo. J'en étais vraiment là, tu vois. On vivait avec les gars dans un studio à Villeurbanne, on avait 20-25 mètres carrés pour nous 3, le loyer c'était 400 €, divisé par voilà. C'était vraiment ric-rac, quoi. Mais on a tenu et on a réussi par chance, la petite étoile qu'on avait à ce moment-là, cette rencontre avec Guillaume, le pari qu'il fait sur nous, l'alignement de planètes, qui fait que du coup, ça nous a donné le temps
d'arriver à la création d'Aster, qui a pris du temps. Mmh. Donc tout ça milite quand même pour le côté l'idée n'est pas si importante, parce qu'elle a tellement évolué que finalement, voilà. Mais en fait, elle est importante parce que on est parti de tellement loin avec des idées mal choisies, Mmh. avec des product market fit qui sont beaucoup trop éloignés de ce qui est possible de faire, Ouais. que sans ce petit coup du destin, il n'y aurait Mmh. jamais eu d'Aster, quoi. Enfin, en tout cas, en termes de réalité économique, parce que le Ouais. product market fit, il y en avait un. C'est juste qu'il y avait pas forcément de modèle, derrière. C'est ça, exactement. Pour, donc le premier produit, donc effectivement, il est racheté. Je sais pas si vous avez trop le temps de toute façon, vous êtes encore en études, donc vous avez pas forcément trop d'enjeux. Alors non, à ce moment-là, on n'est plus en études. C'est-à-dire qu'en fait, l'année 2013, je suis encore dans ma dernière année d'études et on bosse sur le projet. Ouais. 2014, je suis plus en études. Tom et JB, ils sont 1-2 années de plus que moi. Ils étaient déjà en poste. Thomas était dans le graduate programme d'Orange et JB avait sa boîte de dev, enfin auto-entrepreneur, il était en free, quoi. Et voilà. Et donc en fait, le moment où on a démarré, on est passé full time direct et sans aucun backup. Mmh. On n'a pas eu de chômage. Alors moi, j'ai appris après qu'il y avait un truc qui s'appelle le RSA que j'aurais pu toucher. Je savais pas. Pas spécialement de possibilité d'être aidé par nos familles qui n'étaient pas en mesure de le faire. Donc non, vraiment livré à nous-mêmes. Mais je te dis ça, 2013, 2014, j'ai 23, 24 ans. Enfin, tu t'en fous. Tu sais, Mmh. t'as ton diplôme d'ingé, tu sais que s'il faut que tu retrouves un job, tu le retrouves demain. T'as pas de charge, t'as pas d'enfants, t'as pas de baraque. Tu t'en fous de manger des kebabs et des tacos parce qu'il y a que ça que tu peux te payer. Enfin, tu sais, ça fait partie en vrai de la meilleure période presque de mes 10 ans de boîte. C'est ces moments-là. C'était incroyable, cette naïveté, cette légèreté, à quel point tout allait très très vite. Mais voilà, tu peux te le permettre à ces âges-là. Je peux pas dire, est-ce que tu peux te le permettre quand tu as 40 ans, une maison à payer, enfin prêt à rembourser et 2 enfants? C'est sûrement un peu plus compliqué, quoi. Mmh. Qu'est-ce que tu te dis quand tu vois que tu as un produit qui fonctionne? C'est ce qui s'est passé, les 2 fois avant Aster, mais au début, il y a pas de modèle économique. Là, effectivement, c'est, a posteriori, les choses se sont bien passées et là, tu me parles même d'alignement d'étoiles et on comprend bien au regard de ce que tu me racontes que ça a été vraiment, dur. C'était quoi, qu'est-ce que vous vous dites à ce moment-là, entre vous? Ouais, des choses très différentes. J'ai le souvenir de Thomas qui n'arrêtait pas de dire, «Putain les gars, on n'a pas de business model, on n'a pas de business model. Putain les gars, on n'a pas de business model». Il le répétait à longueur de journée. On cherchait tout ce qu'on pouvait, c'était marrant et je sais pas, à titre perso, j'étais convaincu qu'il y avait un truc qui allait se passer. La rencontre avec Guillaume, c'est très bizarre. Je suis pas, comment dire, j'ai pas de croyance particulière, mais c'est quand même un événement spécial. Je me souviens qu'on sort de l'incubateur, il est 22h, on bossait beaucoup. C'est bon, on était que 3, on avait 1000 choses à faire. On sort à 22h, on marche pour aller jusqu'au studio. On a 40 minutes de marche. Et le lendemain, je dois avoir cette rencontre avec Guillaume Mullier et le très mauvais commercial ou entrepreneur que je suis à ce moment-là se renseigne pas du tout. Je faisais tellement d'interviews d'entrepreneurs, je les préparais pas. Et Guillaume Mullier, le nom Mullier me parlait pas. Petit manque de culture à ce moment-là. Voilà. Et puis, je vois en fait que sa boîte, elle est super loin. Elle est dans la campagne lyonnaise, Limonest, ouais, tu vu Urban. En gros, je vois qu'il faut que je me lève à 5h30 du mat, que je décolle à 6h, que je fais, elle va sauter cette interview. Je vais pour aller voir un patron de PME qui a 10 personnes et qui doit être un menuisier, tu vois. Vraiment, je m'étais pas du tout. Enfin, et au moment où je me dis ça, je ressens comme quelque chose qui me dit, vas-y, il faut que tu y ailles, parce que sinon tu le sauras jamais, mais tu seras passé à côté de quelque chose. C'est sur ce chemin, la nuit, le soir, en rentrant, il y a cette impression très forte qui me marque, et je me dis, bah, je vais y aller, quoi. Bah, là, j'arrive après 1h15, bus, métro, machin, enfin, un vrai bordel. J'arrive devant Dimo Software, un bâtiment ultra moderne, une boîte de 400 personnes. J'attends à l'accueil. Là, il y a des bouquins, des trucs sur la famille Mullier, créateur d'Auchan, Decathlon, Kiabi, Leroy Merlin. Et il y a Guillaume qui descend, et puis moi, je me sens comme un con. Je fais, putain, mais du coup, Auchan, Decathlon, ça, c'est vous? Il explose de rire. Et c'est le premier il dit, c'est le premier tocard qui sait pas, en fait, Ouais. qui c'est. Et en fait, ça a créé une sorte une relation très naturelle, très Mmh. directe.
qui s'est créé immédiatement, qui était incroyable parce qu'on l'a conservé des années. Et cette discussion qu'on a eue, elle était superbe. Je raconte souvent cette anecdote où il me sort un truc qui m'a marqué. On parlait d'associés, ouais, et il me dit: «Tu sais Vincent, c'est pas parce qu'on fait l'autruche qu'on peut pas se faire enculer». Donc t'as ce gars de 60 piges qui te dit ça, tu te rends compte en fait le gars il pèse des millions, il a réussi plein de trucs et t'as ce rapport super franc, direct, super bienveillant et c'est génial. Mmh. Et il a mis 200 000 balles, 3 semaines après. Donc les petits coups du destin, ça me fait aussi penser à ma prof de maths en maths sup. J'étais pas très bon en maths sup, j'étais dans les derniers, et elle disait en fait pour réussir ses concours, il faut, c'est un tiers de travail, un tiers de talent, un tiers de chance. Elle disait: «Bah, le talent je l'ai pas et la chance, elle a pas l'air trop de me sourire en ce moment». Je fais: «Putain, c'est-à-dire que même si je travaille comme un bourrin, j'aurais qu'un tiers de chance de réussir mes concours». Mais en fait, ce que j'ai compris, c'est que pour tout ce qui est compliqué à réaliser, il faut que la chance, elle joue un petit peu Mmh. sa sa partie. Et là, moi, avec le recul, je vois tous les moments de chance, les petits alignements de planètes, les petits coups du destin qu'il faut provoquer. Ils n'arrivent pas tout seuls, Ouais. mais qui se sont produits et qui ont permis à l'aventure derrière, superbe, de s'écrire. Mmh. Donc après ces 2 premières aventures, donc vous arrivez à Aster finalement qui est, la conclusion de tous ces Ouais. workshops que vous avez pu faire. Hem, à ce moment-là, qu'est-ce que vous vous dites? Est-ce que le business model, c'est le premier truc auquel vous vous assurez? Ou est-ce que, encore une fois, vous dites: «Bon, là quand même, bon on verra mais ça part bien»? Comment? J'étais trop content d'avoir un business model qui ressemble à tous les trucs SaaS qu'on voit partout, avec de Ouais. l'abonnement, un prix par user par mois, par an. J'étais trop content. Ça y est, on est comme les autres. On a enfin un truc qui se vend comme tout le monde. Et ouais, bien sûr, après le modèle éco, il bouge, il évolue Ouais. évidemment, mais on avait un truc qui se vendait et les gens dépensaient de l'argent pour avoir notre solution et ça, c'était le principal. Après, est-ce qu'ils dépensaient assez? Est-ce qu'ils dépensaient trop? Bah, trop, c'est jamais le cas, mais est-ce qu'on peut aller chercher plus? Ça a toujours été la question, mais en tout cas, on vendait du SaaS, on vendait de l'abonnement, on le vendait bien même. Et là, ça s'est mis à rouler, 2019, donc on sort la V1, fin 2018, début 2019 chez nos premiers clients. Ça a été, immédiat. On s'est plus posé la question de est-ce qu'il faut faire quelque chose d'autre? Est-ce qu'on a bien visé avec Aster? Mmh. Voilà, après il y a de nouveaux problèmes qui se présentent. Mais en tout cas, cette première étape à laquelle on s'était toujours arrêté sur les produits d'avant, Ouais. là, on l'avait passée. Ouais, vous aviez un product market fit avec un modèle économique établi, Ouais. qui semblait, stable. Justement, c'était un peu quoi les enjeux à ce moment-là, les barrières auxquelles vous êtes confrontés? Bah, 2019, on fait une belle année, on arrive à lever, 1,5 million, quelques jours avant le covid, c'est fin février 2020. Là aussi, il y a un peu le nez creux ou là encore une histoire de chance, je sais pas. Donc ça se passait bien. Après le covid a rabattu quand même beaucoup les cartes. Beaucoup disaient: «C'est super pour le digital, tout est à distance, les réunions à distance, il y a que ça, on fait que des Teams et cetera. C'est super pour vous, pour Aster». Ça a pas du tout été aussi simple que ça. Déjà, on a eu vraiment 2 mois à l'arrêt, complet. Il se passait plus rien. On avait même des projets, des gens qui avaient payé. Les projets se déployaient pas, il y avait OK. tellement un état de panique, et ils étaient pas du tout prêts, pour le télétravail, de travail à distance. Mmh. Si les postes fonctionnent même pas et qu'on peut pas se connecter, aux outils basiques, à sa messagerie, Ouais. il y avait des priorités. Donc tout s'est arrêté. Il a fallu changer, pas mal de choses sur, sur notre go-to-market, essentiellement, pour s'en sortir, pour que ça redémarre. Puis ça a redémarré. 2e semestre 2020, ça repart fort. On noue un partenariat avec Microsoft qui est très vertueux. On est, la première ou l'une des premières solutions à être intégrée directement dans l'écran de Visio Teams. C'est-à-dire, on n'est pas juste OK. une app dans le store Teams, mais en fait, on s'ouvre et on s'utilise directement dans l'écran de Visio. C'était tout neuf chez Microsoft, on était dans les premiers, ça nous a, propulsés assez vite. On arrive en 2021. 2021, on lève, 3 millions 000 et puis 2 nouveaux enjeux qui se sont présentés à nous, à ce moment-là. Le premier, c'est, on est rentré tout d'un coup dans une phase sur notre marché d'overdose d'outils. Les gens avaient trop d'outils. Donc si ton outil ne répondait pas à un besoin, un must have, Mmh. un truc vital, super important, il partait.
il sortait. Aster, je peux pas dire que ça a été un must-have, à part dans certains cas, mais justement, pour essayer de contourner ça, on a vraiment verticalisé. On parlait plus des réunions, c'était des réunions très spécifiques dans certaines industries, certaines boîtes. On parlait de rituels, plus de réunions. Enfin, c'était très spécifique. C'est ce qui a permis de continuer à porter la croissance. Mais dans les faits, je dirais pas que c'est du maquillage, mais c'est pas assez profond pour que le produit devienne un must-have. Et là, on a beaucoup souffert à ce moment-là. On a eu des churns, des gens qui en fait l'objection classique, c'était attends, on n'utilise que 10% de Teams, on va pas rajouter un truc dedans, qu'on fait des trucs que Teams sait pas faire. C'est juste différent, quoi. Mais trop d'outils. Donc ça, c'est le premier truc. Un gros challenge. On s'en est pas trop mal sorti. Au marketing, chez moi, il y a Dimitri qui a énormément apporté sur cette partie-là, qui a permis vraiment à la boîte de passer en mode vertical, sur des go-to-market vertical, et d'arriver à générer de l'attraction dans en fait un monde qui était un peu quand même en train de s'écrouler sur les acquis qu'on avait avant. Il a vraiment fait se réinventer. Ça paraît un détail comme ça, mais c'était vraiment profond comme changement. Et au marketing, c'est Dimitri qui a initié vraiment tout ça. Et il a beaucoup aidé la boîte à ce moment-là. Donc ça, premier challenge. Deuxième challenge, fonds d'investissement. On avait les fonds qu'on avait, c'était plutôt family office au début, ou petit fonds régional, avec qui je m'entends toujours extrêmement bien, une belle relation. Et là, on fait rentrer un VC, c'est un petit peu autre chose. C'est un autre mode de fonctionnement, et les relations, on va dire, entre la patronne du fonds et moi, ça n'a pas été de bonnes relations, ça n'a pas été spécialement vertueux ou positif. Et en fait, on se rend compte qu'un élément comme ça peut abîmer une boîte, ça peut abîmer l'engagement et l'énergie que mettent des fondateurs au quotidien, etc. Et cette partie-là est devenue un vrai challenge au fur et à mesure pour moi à gérer. Et là, on arrive début 2023, mars 2023, où moi je fais un burn-out complet à cause de plein d'ingrédients en fait. Un gros surmenage, je travaillais tout le temps. Je pensais que je travaillais pas tout le temps, en fait je travaillais tout le temps. Et il y a ça, la relation avec qui était très compliquée, qui était devenue vraiment un élément de stress chez moi, assez toxique. Guillaume qui décède donc pris par une avalanche ce même mois. Et puis tout ça qui fait aussi que ta vie perso, c'est un peu compliqué, quoi. Ma conjointe, je venais d'avoir un enfant, à l'époque il venait d'avoir 2 ans. C'est pas simple quand ton mec il rentre et il tire la tronche tout le temps, il rigole plus, il se marre plus, puis ça dure, c'est pas 3 semaines, dans les faits c'est 2-3 ans quand même. Il y a un truc qui se crée comme ça, un peu subtilement, on le voit pas venir, on le sent pas venir. Et puis mars, en fait, je me rends compte, vraiment c'est le déclic, j'ai le moment précis exact où ça se passe, quoi. Je me dis il faut vendre, c'est le moment. Si moi j'explose, on pourra plus continuer à pousser la boîte. Et donc je suis très content à ce moment-là de ne pas savoir toutes les embûches que je vais avoir jusqu'à la vente. C'est comme quand tu te lances pour créer ta boîte. Ta naïveté, c'est une vraie force. Ouais. C'est bien de ne pas tout connaître, de pas savoir tous les coups que tu vas te prendre aussi. Ça te permet d'y aller. Moi, ça m'a permis de me lancer dans la vente parce que c'était très compliqué, pas du tout avec les acquéreurs, l'acquéreur et puis les pistes qu'on avait. C'était beaucoup en interne. Il fallait déjà que j'arrive à convaincre qu'il fallait vendre. Les fonds ne voulaient pas vendre. Ouais. Les chiffres étaient plutôt bons. Ça se passait quand même correctement. Les derniers étaient rentrés il n'y a pas longtemps. On parle de moins de 2 ans. Donc c'est pas du tout le timing pour sortir pour eux. Mais moi je sais que la plus belle image de la boîte, on l'aura à l'été 2023, et qu'après, avec moi qui me suis essoufflé d'un coup et qui est plus capable de tenir cette énergie que je tiens depuis 9 ans. Et avec les challenges, et surtout ce challenge du must-have, etc. Je savais qu'on n'y arriverait plus, qu'il fallait qu'on s'adosse à un plus gros pour pérenniser ce qu'on avait construit. Ouais. On a construit un truc qui était bien, qui est bien. Il y avait une belle récurrence de chiffre d'affaires, des beaux logos, des beaux clients, des entreprises que tout le monde connaît.
une super équipe. On s'en rend pas compte quand on est en train de monter sa boîte, mais c'est bien aussi à un moment donné de juste regarder un peu dans le rétro et se dire, c'est bien ce que tu as fait. Il y a des beaux actifs. Ton équipe, tes clients, ton produit, ta croissance, ton chiffre d'affaires, etc. Mais je savais que j'y arriverais pas à la porter plus loin. Et donc, il a fallu commencer à convaincre tout le monde de la vente. Ça a commencé par mes associés. En fait, quand on rencontrait des banques d'affaires, j'en ai vu beaucoup. Ils me disaient, non, vendez surtout pas maintenant, les gars. Là, ce que vous faites, c'est bien. Ok, je comprends. Là, Vincent, t'as pas l'air bien. Est-ce que tu peux attendre 1 an et demi? Tu verras. Je disais, les gars, je peux pas. Je ne peux pas. Donc, les banques d'affaires nous disaient, mais les gars, si vous, enfin là, attendez 1 an et demi, vous allez pas ressortir avec les mêmes sommes. Il va y avoir une vraie différence. Et donc, évidemment, aussi, mes associés, ça les fait réfléchir. Ils sont aussi à bout de souffle, hein, et on est tous crevés, on est tous à bout, en vrai, à ce moment-là, mais on hésite vachement. Il faut qu'eux aussi acceptent ce projet, qu'ils soient convaincus que c'est la meilleure sortie à avoir. Donc ça, c'est première étape. Ensuite, les fonds. Et dans les fonds, essentiellement, qui était le dernier à investir, qui n'avait pas envie de sortir du tout, avec une personne assez compliquée à gérer au board. Et puis derrière, le process. Le process de vente, la préparation, la chasse, les due deals, etc. Donc tout ça, c'est une période à la fois compliquée parce que je touche le fond à un moment donné. Réellement, je finis aux urgences. J'arrive plus à dormir, à manger, à me nourrir pendant 4 jours. Je finis aux urgences. Et le moment où je sors des urgences, en fait, c'est le moment où je remonte la pente et où je suis gonflé à bloc. Et je me dis, on va faire une super vente. On va faire Aster va avoir le deal qu'il mérite. Tout le travail qu'on a fait, voilà. Et donc, et dans le process, on a rencontré des gens super, comme d'hab, c'est toujours pareil. On les rencontre à la fin, on était déjà en train d'avancer avec d'autres, et puis à la fin, il y a Daily Trust qui arrive, et tout de suite, coup de cœur pour les 2 fondateurs déjà, enfin les 2 dirigeants, Yves et Nadim. Coup de cœur parce que ce qu'ils ont fait, c'est beau. En tant qu'entrepreneur, quand tu vois ce que eux ont parcouru, forcément t'es admiratif de la boîte qu'ils ont créée. Coup de cœur humain aussi parce que alors qu'ils font 20 fois plus de chiffre d'affaires que toi, l'échange est d'égal à égal et ils mesurent, ils pèsent le travail qu'on a réalisé pour en arriver là. Ils le considèrent vraiment, et d'ailleurs ça c'est pas juste factice parce que ça s'est vu dans la manière dont ils ont valorisé la boîte derrière, etc. Et puis aussi parce que derrière, ils ont joué le jeu vraiment, ils ont été très vite. 2 semaines après la première rencontre, on signait une term sheet avec Daily Trust. Franchement, qui peut faire ça? Donc superbe. Mais pendant tout ce temps-là, très gêné par justement ce fameux fonds qui m'empêche d'aller au bout, et où on est presque à... nous, on a un rendez-vous au tribunal de commerce pour dire, attendez, en fait, s'ils nous empêchent de vendre, moi, je préfère tout arrêter et on va mettre la boîte en redressement. Alors, elle n'était pas en état d'être en redressement, mais c'était une opportunité, c'était une option plutôt, qu'on avait commencé à envisager. On avait même été faire le rendez-vous avec le président du tribunal de la Chambre de commerce de Lyon pour évoquer avec lui cette idée. On est rentré en conciliation à ce moment-là. Conciliation, pour ceux qui savent pas, c'est quelque chose qui permet, c'est une procédure silencieuse qui permet de mettre la société un petit peu sous protection pendant une phase de cette conciliation. Soit on en sort, parce que du coup, ce qui nous est arrivé, on est super bien sorti de cette conciliation et puis jusqu'à la vente, soit ça part en redressement judiciaire et puis liquidation ou rachat. Mais voilà, donc c'était aussi pour dire, nous on veut aller jusqu'au bout avec Daily Trust, mais si vous nous faites chier, on a réellement l'autre option. Et en fait, on comprenait pas que c'était impossible de continuer. Et un board en particulier qui a été très très compliqué à ce moment-là, qui restera marqué en moi parce que j'ai entendu, parce qu'il s'est dit, et voilà, qui en dit long sur la relation qu'on a entretenue avec ce fonds. Parce qu'à cette époque-là, vous avez combien de pourcents à vous 3? À nous 3, on a en gros le management, dirigeant management a 40-45% du capital, un truc comme ça. Ouais. Donc il manque un peu pour prendre la décision. Ouais, mais tous les autres fonds étaient avec nous. Ok. J'avais des relations suffisamment authentiques, sincères et puis longues pour qu'ils me fassent confiance, que quand je leur expliquais tout ce qui se passait, pourquoi cette vente, évidemment, ça leur plaisait pas non plus, mais ils ont suivi. Et ils savaient qu'il fallait me suivre là-dedans. Une autre solution aurait pu être de me remplacer.
je pense que ça aurait été très compliqué de se relever d'un départ des dirigeants fondateurs qu'on était. C'est sûr. La boîte n'était pas prête pour ça. Mais voilà, c'est pour ça qu'ils nous ont aussi suivis. Donc, au final, la décision, on pouvait largement la forcer, même sans l'accord de ce fonds Ouais. parisien. Parce que à ce moment-là, c'est juste parce que vous cherchez à avoir une conciliation totale et pouvoir vendre sereinement, ou est-ce qu'il y avait une clause dans le dernier, la dernière rentrée d'un tour de table où le fonds est rentré et il y avait effectivement une ligne qui empêchait de vendre sur ces timings-là? Il y avait pas de droit de veto. C'était il y a un seuil simplement, et il fallait qu'il y ait au moins 2 fonds qui refusent la décision pour qu'elle soit refusée. OK. Un fonds pouvait pas, il y avait pas de droit de veto, voilà. Nous, fondateurs, on pouvait pas prendre une décision sans l'accord des investisseurs. Mais un investisseur ne pouvait pas bloquer une décision sur laquelle tous les autres étaient OK. alignés. Et comment ça se fait que vous avez dû quand même aller sur une conciliation avec le tribunal de commerce? Bah, parce que il y a un moment donné dans le process, c'est rentré en la relation est rentrée dans une, bah, c'est extrêmement conflictuel, en fait. Évidemment qu'on aurait pu signer la vente sans la signature de, mais ça pose quand même certaines questions pour l'acquéreur, qui rachète une boîte où tout le monde n'a pas signé. Qu'est-ce que ça veut dire en termes de responsabilité, de garantie? Ça pose quand même quelques questions qui peuvent rendre l'acquéreur moins serein. Après, ils étaient OK dans tous les cas pour faire le deal. Mais moi, j'avais un accord avec eux qui était: je vais gérer ce sujet. Je vais pas vous emmerder avec ça, en fait. Le sujet de mes investisseurs, de mes fonds, c'est mon sujet. Vous avez pas à le subir, et donc le but, c'est que je vous cède une boîte où tout le monde dit: «OK, on vend». Donc voilà, c'était mon engagement, et on l'a tenu. Je pense que, évidemment, c'est pas la sortie dont rêvaient les fonds d'investissement. C'est pas la sortie, on n'a pas fait d'Astérène licorne. C'est pas ce que, quand on monte la boîte il y a 10 ans, on espère faire. On a fait une belle boîte. On aurait pu l'amener peut-être plus loin. Mais là encore, un alignement de planète qui fait qu'à un moment donné, c'est plus possible. Et des situations plus possibles, on avait déjà passé quelques-unes qu'on avait réussi à transformer en opportunité, en opportunité de croissance, de continuer cette boîte. C'est pour ça que c'était une si belle histoire. Mais là, c'était plus possible parce qu'en fait, ce qui était en jeu, en vrai, c'était ma santé profonde. Ouais. Vraiment profonde. Ouais, complètement. Bah, ça, on y reviendra un peu plus tard, mais effectivement, c'est un des enjeux qui fait que parfois on se dit bon, entreprendre, c'est top, mais ça a quand même parfois ses limites, et il faut quand même, là, pour le coup, on est les seuls à pouvoir s'en rendre vraiment compte. On n'a personne vraiment au-dessus pour essayer de nous manager, et c'est toute la difficulté de l'exercice, mais on y reviendra. Bah, écoute, merci déjà pour ce partage et cette transparence. C'est important aussi de transmettre ce genre d'aventure, parce que ça arrive, même si ça se finit très bien, et bravo franchement pour tout le parcours, Merci. pour tout ce parcours, c'est vraiment hyper inspirant. J'aimerais maintenant que tu mettes maintenant ta casquette de mentor et qu'on aborde un peu le sujet de ce que tu ferais si tu devais recommencer from scratch. L'objectif, c'est un peu de trouver, si demain tu devais recommencer un SaaS, B2B en l'occurrence, qu'est-ce que tu referais et qu'est-ce que tu referais pas au regard de Ouais. toute ton aventure? De loin, le premier point, c'est: je ne referai jamais un business sur du nice to have. C'est-à-dire que au moment de choisir sa fameuse idée, qui dans tous les cas évoluera derrière, d'aller sur une idée qui est où le chemin au product market fit est le plus court possible. Et pour ça, ça passe par avoir quelque chose qui est must have. Ce que je veux dire par là, c'est que tu crées un CRM, par exemple. Les boîtes ont besoin d'acheter un CRM. Ce sera peut-être pas le meilleur, elles vont choisir le concurrent. Mais c'est must have, elles en ont besoin. Elles tournent pas sans CRM. C'est cette évidence-là que je rechercherai immédiatement. C'est se dire, en fait, s'ils me prennent pas moi, s'ils prennent pas mon outil, ils vont chercher un truc qui fait la même chose, mais en mieux. Et ça, c'est la manière de vérifier que ce que tu fais, c'est important, que c'est stratégique. Voilà, moi j'appelle ça must have. Ça serait le premier point de loin que je checkerais, que je surcheckerais dans tous les sens, avant même le business model. Voilà. La deuxième chose, c'est
monter une boîte, ça demande une énergie folle. Tu sors de terre quelque chose qui n'existait pas. Il y avait un sol, il y avait une plaine avec de la mauvaise herbe ou pas grand-chose. Et puis là, tu dois bâtir un truc qui sort de ça. Tu as un château, un truc magnifique où les gens ont envie d'aller. C'est une énergie folle, plus folle que de la rénovation. Donc la rénovation, j'appellerais ça le rachat d'entreprise, où il y a déjà un existant, etc., des clients, un produit. Et pour ça, cette énergie, elle est à tenir dans la durée, elle est très importante, donc il faut que ce que tu fasses, ça ait du sens. Moi, je me suis posé des questions sur Aster, en fait. Quel est le sens de ce que je fais? Je passe une énergie folle, je mets ma santé en jeu. Et pourquoi? En quoi, moi, j'avais une question qui était couperet. En quoi est-ce que ce que je fais maintenant aidera mon fils demain? J'avais un peu du mal à répondre à cette question sur un sujet d'efficacité de réunion. Bien que on avait plein de clients très 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 contents et qui pouvaient plus se passer d'Aster. Heureusement qu'il y a ça. C'est incroyable d'avoir les clients qui te font des feedbacks, qui sont tes premiers fans, et qui te font des retours dès qu'il y a une nouvelle feature qui sort. Et ça fait un truc au cœur, c'est incroyable. Mais voilà, la quête de sens, en fait, on doit plus avoir à se poser la question. Donc la deuxième chose, c'est d'avoir bosser sur un truc qui a beaucoup de sens pour toi, et pas que pour toi, qui a aussi du sens pour le marché au sens large, donc qui s'inscrit dans une transformation, une vague qui est en train de monter, qui est en train de se former et qui va emmener tout sur son passage. Ça, c'est plus la partie marché, mais il faut que ce soit évident aussi à ce niveau-là. Troisième chose, et ça pour le coup j'ai eu beaucoup de chance et j'aimerais la reproduire, c'est l'équipe. Ce que tu peux rêver de mieux quand t'es entrepreneur, c'est d'être épaté par les gens qui ont accepté de te suivre dans le projet. Et les mecs, les nanas qui ont fait peut-être des sacrifices, je sais pas, de salaire, de trucs comme ça, parce qu'au début t'as pas de thunes, pour te rejoindre, qui montent la boîte avec toi, des associés ou même la core team du début, et te dire putain, j'ai eu tellement de chance de bosser avec eux. Les mecs sont trop forts. Et bah d'avoir des players dont t'es fier, c'est un truc hyper important pour être fier de ton produit, pour être fier de ton marketing, pour être fier de ta force de vente. C'est à mon niveau, en tout cas, le besoin de ressentir de la fierté de ce qui se construisait, des personnes qui mettaient leur sueur et leur jus de cerveau dans la construction de ce projet. C'était un élément d'accomplissement très fort pour moi. Ensuite, je ne suis pas devenu un anti-levée de fonds, mais je crois que je ne lèverai plus avec des fonds d'investissement. Non pas que les fonds d'investissement sont mauvais, d'ailleurs il y en a des très bons et j'en connais certains que j'admire vraiment beaucoup, des Boris Golden chez Partech, des Maximilien Bacot chez Brega, il y en a quelques-uns comme ça, Thomas Rival chez Evolem. Il y a des gens qui sont vraiment, vraiment très très bons, qui sont impressionnants et avec lesquels tu aimerais bosser. Donc c'est pas du tout pour dire du mal des VC, c'est simplement que je crois que l'expérience d'Aster m'a appris que j'avais envie de garder le contrôle de ma boîte et de pas subir la contrainte d'actionnaires qui sont pas opérationnels avec toi. Or, quand tu lèves des fonds, avec des VC, j'entends, tu lèves pas qu'une fois a priori. Tu as des tours, parce qu'ils veulent sortir, être remplacés par d'autres qui vont vouloir sortir, etc. Donc toi, tu te dilues sans arrêt. Voilà, ça, c'est l'histoire logique. Et ce que j'ai vraiment ressenti au moment des levées, c'est que quand tu as mis le pied dedans, c'est difficile d'en sortir. Tu dois afficher de la croissance pour ensuite faire une autre levée, alors que tu pourrais très bien aimer ta petite croissance tranquillou. Voilà, donc, et qui est parfois un peu plus naturel, ou qui aussi explique parfois des phases de vie d'une boîte. Donc je suis pas devenu un petit levée de fonds, levé avec on peut récupérer aujourd'hui beaucoup d'argent avec des business angels, avec des industriels s'il y a un sens important, une création de valeur, j'entends. Que t'es pas loqué non plus, pas trop d'histoire d'exclusivité, etc. Mais je crois qu'avec un VC, ce serait dur parce que j'aurais pas envie de rentrer dans cet enchaînement de levées que j'ai fait pourtant plusieurs fois sur Aster, qui prend en plus beaucoup de temps. C'est tous les 18-24 mois, tu es en train de lever. C'est une levée, ça prend 6 mois. Donc c'est une part énorme de ton temps en fait. Quand tu es dessus à 100%, tu es défocus de ton business. Or, à mon sens, c'est plus passionnant de bosser sur ton business que sur une levée.
donc voilà, je pense que c'est, je dis «je pense» parce que je peux pas affirmer des choses comme ça, mais et surtout que parmi les VC que j'avais, il y en a avec qui j'entretiens toujours des super relations. Mmh. Des gens que j'ai trouvés très bons, qui m'ont accompagné en plus sur le plan humain quand ça allait pas, avec une grande proximité. Craxi, Crédit Agricole Création, James Sons, des gens, c'est plus que des associés à un moment donné. Ils vont au-delà de leur job, parce ils sont conscients, je pense, de la responsabilité qu'ils ont, vis-à-vis du dirigeant, vis-à-vis de l'économie au sens large, qui passe par le dirigeant dans le cas de société de portefeuille, et qui sont aussi naturellement très humains, tout simplement, voilà. Mmh. Et ça, c'est des gens importants pour moi. Donc je suis pas un anti-VC, un anti-levée de fonds. Simplement, si j'avais à recommencer quelque chose, je ne suis pas sûr de retourner sur ce cycle pour pas, en fait, rentrer dans le truc infernal des levées perpétuelles, voilà. Ouais, et à l'inverse, est-ce qu'il y a quelque chose que vous avez pu mettre en place, pendant toutes ces années et que tu referais assurément, demain? Bah, déjà, l'association qu'on avait était quand même un truc qui marchait super bien. C'est des gens avec qui je retravaillerai. J'ai un lien très fort avec Thomas parce qu'en fait, on se connaît depuis toujours. On était enfin, on a l'habitude de dire nos pères étaient potes au lycée, en fait. Nos pères Mmh. étaient déjà potes au lycée, donc on s'est connus, on a grandi ensemble, voilà. Donc c'est un lien particulier. Ça, c'est quelque chose que je reproduirai effectivement. Je crois, enfin c'est pas je crois d'ailleurs, parce je suis très sollicité sur le sujet. On était très, très bons en vente. Newbies, upsell, cross-sell. Avec très peu de ressources, on affichait des taux de succès, des taux de croissance qui étaient quand même très bons. On arrivait à signer des grands groupes hyper vite. On l'a un peu pas développé tout seul, hein, on s'est fait accompagner, on a beaucoup travaillé le sujet, beaucoup bossé, on s'est beaucoup planté avant que ça démarre fort. Mais on a mis en place une méthodo, une manière de faire, je pense qu'elle est redoutable. Et aujourd'hui, on vient me chercher pour ça, alors que ça soit d'ailleurs chez Daily Trust, mais avant d'être chez Daily Trust, quand ça s'est un petit peu su que Aster allait se vendre, etc., j'étais très, très sollicité par d'autres sociétés pour les accompagner sur le sujet, que ça soit en free, en salariat, en ce qu'ils voulaient. Voilà. Mmh. Donc aujourd'hui, je suis 100% Daily Trust, mais cette expertise a été reconnue. Et je crois que c'est un vrai acquis qu'on a sur tout le cycle de vente, de la prospe, closing, jusqu'au renew, upsell, cross-sell. Un tiers de la croissance d'Aster, c'était de l'upsell, cross-sell. Nos CSM, c'est d'anciens sales qui avaient plutôt envie de sortir du sujet chasse court terme, plutôt en train de relation long terme avec les clients, mais du coup qui appliquent leurs réflexes sales et puis la méthode qu'on a mis en place à merveille. Et c'était, ça dépotait, quoi. Ça Mmh. dépotait fort. Tu penses que c'est quelque chose, que vous avez craqué qui est lié à votre, industrie verticale ou c'est vraiment quelque chose, une façon, C'est de la d'être? vente. Ouais. C'est de la vente. Je dirais pas qu'on l'a craqué parce que tout simplement parce que déjà ça vient, je peux pas dire que ça vient de moi. Encore une fois, on a été accompagnés, on a été aidés, ça a pris du temps et j'étais loin d'être seul. Et à titre perso, je me suis fait accompagner aussi, par des externes. Donc c'est pas moi qui l'ai craqué. Mais ouais, le truc qu'on a mis en place, il déchirait et puis là, on est en train de le répliquer, chez Daily Trust, ça va être canon et c'est un vrai acquis, qui j'ai ça va au-delà de la vente digitale. C'est, la personne qui nous a formés à ça, c'est un ancien de Klaxoon, un founder de Klaxoon et avant ça, il était chez Alten, donc un autre type de vente, c'est Mmh. du service, etc. Et c'est là qu'il s'est fait, c'est là qu'il s'est fait un peu construit aussi ses certitudes autour de sa méthodo et il nous a beaucoup aidé, accompagné là-dessus. Donc non, c'est plus large, c'est de la vente en général, la vente outbound, Mmh. OK. l'outbound, ouais. En 3 mots, tu saurais nous dire un peu ce qui diffère de ce que tu as pu voir auparavant et qui a vraiment été, le facteur, En fait, déclencheur? on c'est tout simple. C'est juste que ces choses ne sont jamais appliquées. On maximise le nombre de touch points qu'on a avec les prospects et les clients. C'est-à-dire qu'un sales, un CS, il doit pas être derrière son ordi à réfléchir à des trucs, des stratégies, à faire des docs et des PowerPoints, etc. Il doit être en rendez-vous. Déjà, donc l'agenda doit être bourré de rendez-vous. Je dis bourré, en tout cas au moins à 50%.
Enfin, pas 50% c'est hygiénique, c'est bien, c'est un bon niveau. Alors qu'en fait, si tu laisses faire, tu te rends compte que tu as tes sales qui vont faire 3 rendez-vous la semaine. C'est pas possible. Et dans plus de boîtes que tu l'imagines et sur des logos que tu n'imaginerais pas. Donc maximiser le nombre de touchpoints et ces touchpoints, les optimiser au max. Un rendez-vous réussi, c'est pas un rendez-vous où il y a une next step. C'est un rendez-vous où tu ressors avec au moins 5 noms de personnes à contacter. Ça, c'est ce qu'ils m'ont inculqué. C'est quand il y a une objection, c'est l'accueillir ultra positivement, parce qu'en fait, tu vas aller choper tellement d'informations. C'est une chance, une objection. Alors que le réflexe naturel, c'est de dire non, mais en fait, c'est pas ça, c'est ça. Tu vas tout de suite te défendre. Machin. Tu acquiers des réflexes qui se transposent d'ailleurs un peu dans les persos, c'est un peu plus flippant, mais des réflexes de rendez-vous qui font que tu ressors d'un rendez-vous avec plein de choses. La next step, quelqu'un qui ressort avec beaucoup de choses positives en tête parce qu'il les a verbalisées. Donc il va être beaucoup plus engagé pour la suite du process de vente. Avec des noms que tu vas contacter en disant j'ai parlé avec Micheline qui m'a parlé un peu de votre environnement, enfin machin, ça serait bien qu'on se parle. Ça, t'as un rendez-vous. Du pur call, t'as 5 fois moins de chances d'avoir le rendez-vous. Et en fait, l'agenda est bourré juste avec ces trucs-là. La manière de questionner, le fait d'avoir des découvertes, des phases de découverte qui font plus de la moitié du rendez-vous. Où toi tu parles pas, tu poses tes questions et pas de la question fermée, de la question ouverte. En fait, tout ça c'est des principes bien connus qui sont rarement appliqués, rarement systématisés. Quand on arrive au point où tu arrives à les objectiver par de la data, et nous on était arrivé à ce niveau-là, à compter le nombre de personnes qui sortaient de chaque rendez-vous, à compter le nombre de questions ouvertes, fermées, etc. On avait vraiment la data sur tous ces trucs-là. Et on en avait même fait une part du variable, tu vois, donc ce qui faisait que c'est un truc sur lequel ils ont la main. Donc c'est pas comme juste la perf et la vente où tu dis j'ai pas trop performé ce trimestre, j'allais signer ça, mais au dernier moment c'est décalé, ou il y a eu une réorg, ou je sais pas quoi, il y a toujours une excuse. L'activity level, ce qu'on appelle l'activity level, tout ce qui est avant la perf, ton nombre de rendez-vous, les contacts que tu chopes, etc., ça ne tient qu'à toi. Donc et comme par hasard, quand tu es aux objectifs là-dessus, il y a la perf qui suit aussi toute seule. Ultra fort. Et derrière, le but, c'est de rendre cette méthode la plus scalable, industrialisable, automatisable, que ça prenne pas de temps, que ça devienne des réflexes, que ça aille super vite. Et là, tu montes une machine de guerre. Si tu devais donner un conseil à quelqu'un qui veut lancer demain un SaaS B2B, qu'est-ce que ce serait? Waouh. Un conseil. Je crois qu'il y a un dicton qui dit... il faut de la pluie et du soleil pour faire un arc-en-ciel. C'est comme ça. Prendre du plaisir quand il y a du soleil, c'est facile. Prendre du plaisir quand il pleut, c'est pas donné à tout le monde. Il y en a beaucoup qui du coup sortent pas. Il faut avoir envie de sortir quand il pleut, donc prendre du plaisir à être mouillé. Je pense qu'il faut accepter que le chemin soit plein de soleil et plein de pluie et arriver à presque aimer ces moments-là parce que c'est la substantifique moelle de l'entrepreneuriat. C'est cette alternance de soleil et de pluie, de haut et de bas, de montagne russe. Un matin, tu te lèves, tu crois que t'es Steve Jobs. Le soir, tu te couches, t'as l'impression que t'es une énorme merde, que tu peux plus rien faire. Et donc, tu vois, je crois que c'est appréhender ce rythme-là, ce mode de vie pour arriver à prendre du plaisir, à même en tirer de l'énergie, parce que, en tout cas, à bien les gérer. Parce que ton quotidien, ça va être ça. Si t'aimes pas être mouillé, tu tiendras pas longtemps, quoi. Voilà, il y en a qui mettent le mot résilience dessus. Voilà, ça, et puis être bien entouré, tu vois. Moi, je fais partie des gens qui disent tu dois miser sur tes forces à fond. Tes faiblesses, on s'en fout. Tu t'entoureras des gens dont tes faiblesses, c'est leur force. Et ça, c'est canon, ça. Quand tu vois un truc que tu sais pas faire et que le gars à côté, il excelle, et que c'est ton associé, t'es tellement fier. Mise sur tes forces. Vas-y à fond. Sois même grossier dans tes forces. Exploite-les, caricature-les, vas-y à balle. Et sois conscient de tes faiblesses pour t'entourer des gens qui vont justement les compenser. J'ai cette chance-là avec mes associés où le puzzle est, on va dire, quasiment parfait, quoi, en termes de comment on se complète à 3, c'est une chance, quoi. Alors, tu me fais la transition, j'aimerais maintenant qu'on parle un peu plus de toi et de tes bottes secrètes. Alors justement, tu me disais qu'effectivement, il faut accepter d'être mouillé, puis tout à l'heure, tu nous partageais que toi, tu es allé jusqu'au burn-out. Comment tu fais justement pour accepter d'être mouillé et de continuer à prendre du plaisir là-dedans
et puis, quand même de savoir un moment où il faut peut-être rentrer de temps en temps pour, pas arriver au bout de ses limites, quoi. Ouais. Ah déjà, le burn-out, c'est un truc vachement vicieux, hein. C'est-à-dire que tu le vois pas s'installer. Tu vois, moi, je l'ai pas eu. C'est des alertes que j'ai eues de l'extérieur, mais tu vois, j'avais mis des choses en place pour éviter ça. Typiquement, je travaille rarement le soir et jamais les week-ends. Il y a des gens, ils sont salariés, ils bossent le soir et les week-ends. Mmh. Ouais, c'était préservé, mais par contre, la réalité, c'est que ton cerveau, il s'arrête jamais de tourner. Tu as beau être pas devant ton ordi, pas bosser, je sais pas quoi. En fait, quand ça va pas, tu dors moins bien, tu y réfléchis tout le temps, tu as des idées pendant tes vacances, tu vas faire enfin, ça s'arrête jamais, en fait, et ça, tu t'en prends pas forcément, conscience. Je sais pas, tu dis ma botte secrète, en tout cas, pour faire le pont avec ce que je disais juste avant sur tes forces, moi, je sais que ma force, c'est partir from scratch, défricher, arriver à te faire un croquis de quelque chose et derrière m'entourer des gars qui sont capables, de t'en faire une œuvre d'art, un Monet, quoi. Je suis capable, d'aller chercher les fonds et des millions d'euros pour starter une boîte. Je suis capable d'aller convaincre des clients de mettre 100 K d'ARR sur un produit qui n'existe pas encore. Je l'ai fait à plusieurs reprises. Hem, je suis capable de fédérer des gens exceptionnels dans une équipe. Par contre, je suis pas capable de les manager. Je suis pas capable, de gérer le cycle de vie d'un client après, dans la durée. Enfin, tu vois? Donc, c'est un rôle de défricheur Mmh. qui est incroyable parce que alors c'est extrêmement énergivore. Ça pompe une énergie de folie. C'est des coups d'épée, dans la savane, tu vois? En permanence. Mais, grâce à ça, j'ai rencontré des gens exceptionnels, et ça te redonne de l'énergie. L'énergie que tu dépenses, c'est Nicolas Duep, qui a écrit un bouquin là-dessus, et on a une jauge d'énergie, on en donne, on en dépense, on nous en vole à d'autres, et cetera. Bref, être conscient un peu de tout ça et d'arriver à le piloter un peu. Moi, ce qui me donne de l'énergie, c'est les gens que j'ai rencontrés. J'ai des clients qui sont, c'est pas des clients, c'est des amis, enfin, des gens, que je trouve extraordinaires. David Reverso chez Webay, les frères Dupont-Vernon à la Bred et chez Prévoir, enfin, tu vois, Malek chez Engie, il y a des gens comme ça, bah, tout d'un coup, en fait, tu te nourris de leur richesse, Mmh. et ça t'apporte énormément, et c'est la récompense de ce rôle de défricheur. Tu parlais tout à l'heure d'Olivier Minerbe, pareil, c'est cette chance-là que j'ai, et donc ouais, je sais défricher, je sais, partir, from scratch, fédérer une équipe super, la créer, la fédérer, lever des fonds quand il faut, et signer des beaux clients, très tôt, très vite et sur des beaux montants. Ça c'est, ça c'est mes forces, et la botte secrète pour ça, je pense qu'elle a rien de secrète, mais je pense qu'en sous-jacent de tout ça, c'est le fait que je suis un mec ultra authentique. C Enfin, tu vois, pour dire que des clients, en fait, deviennent, enfin, quasiment des potes, des relations un peu privilégiées, et cetera, c'est parce qu'en fait, à un moment donné, tu te retrouves en train de te confier, à un client, de lui dire des choses qui sortent du cadre de ce truc-là, et en fait, ces gens-là qui sont capables de te signer, 100 K d'ARR alors qu'un produit n'existe pas, ils signent pas pour le produit, en fait. Enfin, ils signent Mmh. pour le produit, mais ils signent aussi pour toi, et ça, c'est parce que tu es transparent, parce que tu es authentique, parce que tu fais vibrer, quelque chose chez eux, et que tu es capable d'écouter, de les comprendre, bref, tout ce qui fait un être humain, en fait, qui Mmh. reste humain, tu vois? Et je crois que c'est ce que je préserve, c'est quelque chose dans lequel je crois, j'écris quelque chose dessus en ce moment, mais c'est vraiment, l'entrepreneur en tant qu'être humain, dans le business, et d'arriver à valoriser ça, à valoriser ton humanité. Hem Ton histoire, ton parcours, tes valeurs, se connecter aux gens et de les embarquer dans une histoire aussi qui va leur apporter de la valeur. Mais ils embarquent dans l'histoire avec toi, et ça dépasse une relation contractuelle, hein, à un Mmh. moment donné, ça, et après derrière, c'est d'arriver à, entre guillemets, «scaler» ça. C'est que de trouver dans tes équipes les gens qui sont aussi capables d'avoir cette fibre-là, et j'ai eu la chance de bosser avec des gens exceptionnels, comme ça, qui ont réussi à dupliquer ça auprès de leurs clients, des sales, des CS, qui ont cette vraie capacité-là, et voilà. Mais pas faire un boulot pour faire un boulot, quoi. Mmh. La plus grande chance qu'on a quand on fait le job que je faisais, ou que les sales de SCS font, c'est que tu rencontres des gens, quoi. Tu rencontres des êtres humains à la pelle. Alors il y a des cons, mais c'est rien comparé aux gens super que tu rencontres.
à la richesse, à quel point ça te nourrit. Donc voilà. Et puis à côté de ça, un dernier apprentissage un peu que je prends, c'est chérir des choses qui ne t'appartiennent qu'à toi, ta vie de famille, ta femme, ton mec, ton ou tes enfants, tes parents. J'ai eu la chance d'être beaucoup aimé, supporté, et cetera. Et j'ai une gratitude et une reconnaissance infinie envers ma conjointe, mes parents, mes frères. Et ça doit être protégé, chéri. Et en fait, en aucun cas, je n'ai le droit de recommencer à leur faire payer à leur faire subir, pardon, ce que je leur ai fait subir pendant 2-3 ans, en étant quelqu'un qui était plus capable de ressentir des émotions, qui était distant, qui savait plus se marrer, qui était devenu chiant, quoi. Ouais. Vivre avec un mec comme ça, c'est insupportable, tu vois. Donc ça, j'ai plus le droit de le faire. Qu'est-ce que tu en tires justement de cette période-là? Quels sont les garde-fous que tu peux mettre un peu en place aujourd'hui? Ça revient un peu à ce que je disais tout à l'heure. Le côté levée de fond, Vici, j'ai pas envie de me relancer dedans. S'entourer de gens positifs qui sont bons, ça te donne de l'énergie. Ça, c'est toujours une histoire d'énergie. Quand tu rentres chez toi, il faut que tu aies de l'énergie à donner. Il faut pas que tu sois le mec crevé qui a juste à mettre, je sais pas, les pieds sous la table ou quoi, qui est un boulet pour tout le monde. Faut que tu vois, ta femme, ton mec, tes enfants, ils attendent que tu leur donnes de l'énergie si le soir. Et pourquoi ça irait que pour ton boulot, que tes clients et ton équipe? Et donc pour ça, il faut que tu en reçoives dans la journée. Donc il faut que tu sois épaté par les gens, il faut que tu aimes bosser avec eux. Ça te gonfle en énergie. Donc ça, c'est aussi un garde-fou pour bosser avec des gens qui m'inspirent. Et en être reconnaissant, ressentir de la gratitude pour ça. Toujours, je pense. Et à côté de ça, les trucs que j'avais déjà mis en place, typiquement voilà, sauvegarder mes soirées, mes week-ends autant que possible, et puis avoir du sens. Enfin, fait de travailler sur quelque chose qui a du sens, parce que voilà, comme je le disais tout à l'heure, l'énergie à mettre dans un truc que tu crées from scratch, si ça n'a pas de sens pour toi, ça va être dur de mettre cette énergie dans la durée, ou alors tu vas la mettre à un certain prix. Et c'est le prix justement que j'ai pas envie de donner, que j'ai pas envie de payer. Ouais. Est-ce qu'il y a un conseil qu'on a pu te donner pendant toutes ces années, à travers toutes les personnes qui ont pu t'accompagner de près ou de loin, des investisseurs, business angels, même des fonds? Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a vraiment marqué? Ouais, il y a beaucoup. Après, celui que je retiens, c'est c'est l'histoire de l'autruche, quoi. C'est pas vraiment, quand tu y penses, c'est pas parce que tu fais l'autruche que tu peux pas te faire enculer. Elle est un chouïa vulgaire, mais elle est forte, cette image. Les problèmes, les enjeux, les challenges, faut y faire face, faut rentrer dedans. Moi, c'est les moments où j'ai eu peur de rentrer dedans que je me suis fait le plus mal. C'est comme au rugby. Si tu veux pas te faire mal, faut que tu fonces, en fait. Faut que dans la mêlée, tu tapes. Sinon, tu vas te faire mal. Tu risques de te blesser. Bah, c'est la même chose. Je pense que c'est un super conseil. Voilà, après, j'en ai eu beaucoup. J'ai la chance d'être bien entouré. Mais celui-ci est assez marquant, ouais. Génial. Vincent, merci beaucoup. Est-ce que tu aurais une personne à me recommander pour un futur épisode, un ou une entrepreneuse qui viendrait s'asseoir à ta place et nous partager son aventure? Alors écoute, tu vois, je savais pas que tu allais me poser cette question. Il y a plein de gens que je pourrais te recommander, que je connais bien depuis des années, et cetera. Mais en fait, je vais aller sur quelqu'un que j'ai rencontré il y a très peu de temps et qui m'a vraiment marqué. Il s'appelle Khaled, c'est le patron d'une boîte qui s'appelle Innovaya. Et ce gars, c'est un docteur en pharma qui s'est pris de la cause qui est une jolie cause, l'accès à l'eau potable dans le monde. Il s'est engagé dans Médecins sans frontières, dans les zones en conflit, les zones où il n'y a pas d'accès à l'eau potable. Et en fait, il a construit un truc super ingénieux qui permet de rendre l'eau potable un peu partout dans le monde. Et puis, un truc qui avait pour lui, c'est plus que du sens. Il était obligé de faire ça, quoi. Et il a monté une boîte. Donc cette boîte Innovaya qui a démarré avec quelques centaines de cas de chiffre d'affaires, puis qui passe à 2,5, puis qui va viser les 8-5 la fin d'année. Enfin, un truc qui est en train d'exploser complètement, avec une équipe où il recrute des gens talentueux, mais avec une ouverture forte sur le sujet de l'insertion sociale. Tu vois, il prend son rôle d'entrepreneur, qui est un truc auquel je tiens énormément. T'as une responsabilité quand t'es entrepreneur. T'as un pouvoir au-delà même des clients que t'impactes, sur l'équipe qui bosse avec toi. Sur le fait que tu peux vraiment impacter leur journée, leur bien-être. C'est fou l'impact que t'as sur les gens. Sur peut-être 5 personnes, 10 personnes, 20 personnes, 200 personnes. Il est énorme, ce pouvoir. Lui, il prend vraiment cette responsabilité-là.
Il a embauché des gens talentueux qui auraient peut-être pas été embauchés ailleurs. Il a fait une boîte qui est extraordinaire sur un sujet qui est extraordinaire. Et voilà, tu vois, je l'ai vu, j'ai parlé une fois au téléphone et je l'ai vu une fois en vrai. Donc, on a un niveau de connaissance mutuelle qui est très léger. Mais voilà, tu me demandes quelqu'un, je pense à lui là. Génial. Bah, écoute, je ferai le nécessaire pour rentrer en contact avec lui et puis, et on verra, bon, on fera en sorte qu'il vienne, partager à son tour son expérience. Merci encore. Où est-ce qu'on peut te retrouver, te suivre sur LinkedIn? Je suis que sur LinkedIn, Ouais. et voilà, je me calme un peu sur les plateaux BFM, donc OK. LinkedIn, ouais. Et puis ton bouquin peut-être, Ouais, les 7 commandements du manager, et puis chez Duno, et puis un nouveau projet de bouquin qui est en cours de travail en ce moment sur justement l'entrepreneur en tant qu'être humain, et tous les moments forts de l'aventure, les bons et les moins beaux, en toute transparence, un patchwork de vie entrepreneuriale que je suis en train de condenser, avec une exigence de vérité extrêmement forte. OK. Écoute, merci beaucoup pour tout ce partage, je suis sincèrement très heureux de t'avoir reçu. Merci D'autant Thibaut. plus qu'on a un passé commun, forcément qui sont les arts et métiers, donc ça C'est crée vrai. nécessairement un lien, mais c'était vraiment, très inspirant, donc merci encore pour tout ce partage. Merci à toi pour l'invite. Merci à vous de nous avoir regardés jusqu'au bout. Si vous êtes encore là, c'est nécessairement que ça vous a plu. Alors n'hésitez pas à partager cet épisode autour de vous et à vous abonner sur vos plateformes d'écoute préférées. Et surtout, n'hésitez pas à écrire à Vincent pour lui faire un retour sur cet épisode. C'est vraiment aussi le meilleur moyen de le remercier, lui, de nous livrer toute son histoire et de passer du temps avec moi pour répondre à mes questions. Merci encore et à très vite pour un nouvel épisode. Salut!